Protection des civils dans la perspective d'une paix durable et d'une stabilité renforcée en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix a entamé une nouvelle visite officielle en République démocratique du Congo du 3 au 7 septembre 2025. Comment capitaliser sa mission? On va en parler ici dans ce journal. Résurgence de l'épidémie d'Ebola, on parle de la 16e épidémie. Le ministre de la Santé évoque la souche Zaïre dans le Kasaï, avec 28 cas enregistrés, on compte 15 morts dont 2 personnels de santé. Et en sport, la RDC risque de ne plus connaître de championnat en football cette saison. Le ras-le-bol vient de la dernière déclaration du secrétaire général de la CAF d'annuler les élections organisées. À cela s'ajoutent des dossiers qui vont dans l'optique de faire annuler le championnat de la Ligue nationale de football, jouer la saison qui vient de s'achever. Le point sur l'actualité, bienvenue sur Télé 50 à la veille de l'ouverture de la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de paix, a entamé une nouvelle visite officielle en République démocratique du Congo du 3 au 7 septembre 2025. Cette mission du numéro 2 de l'ONU s'inscrit dans le prolongement plutôt de sa précédente visite en février-mars 2025 et vise à réaffirmer l'engagement constant des Nations Unies en faveur du processus, ou plutôt des processus de paix en cours, ainsi que la protection des civils dans la perspective d'une paix durable et d'une stabilité renforcée en RDC et dans la région des Grands Lacs. C'est en principe ce 4 septembre que Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix, devra rencontrer les plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République et la première ministre, ainsi que des représentants de l'opposition, des confessions religieuses, de la société civile, pour discuter du contexte politique sécuritaire et du rôle de la MONUSCO. La visite inclut également un déplacement à Bunia-Ituri, où il devra échanger avec les autorités provinciales, les acteurs sécuritaires, la société civile et les équipes de la MONUSCO. Une visite à la base opérationnelle des Fataki est également prévue. Cette visite vise à réaffirmer l'engagement des Nations Unies pour soutenir les processus de paix en cours en République démocratique du Congo et protéger les civils dans un contexte marqué par une instabilité persistante. L'Est de la République démocratique du Congo continue d'être frappé par des violences, notamment des attaques récentes de forces démocratiques et alliés ADF et d'autres mouvements rebelles. Malgré la signature de la déclaration de principe, la mise en œuvre peine à avancer, ce qui bloque le processus de paix. Lacroix cherche à relancer ces négociations et renforcer les mesures de confiance pour une paix durable. Je le disais en titre, le gouvernement annonce la résurgence de l'épidémie d'Ebola. La souche identifiée est celle de Zaïre et l'épidémie touche la zone de santé de Boulapé, dans la province du Kasaï. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, qui l'a déclaré ce jeudi face à la presse, précise que le taux de mortalité est très élevé. 15 morts enregistrés, dont 2 personnels de santé parmi les 28 cas enregistrés à ce jour. Il s'agit de la 16e épidémie enregistrée dans le pays. La résistance est actuellement à pied d'œuvre pour stopper et limiter la propagation. Les données que nous avons réunies nous offrent la certitude nécessaire pour parler et donner précision. Au total, aujourd'hui, pour la zone de santé de Boulapé et la zone de santé de Moueka, nous avons 28 cas qui ont été répertoriés et nous avons eu 15 décès. Ce qui nous fait un pourcentage de décès, de létalité comme on dit, de 53,6%. Ebola, c'est une maladie grave qui se propage par contact direct avec les fluides corporels d'une personne malade ou d'une personne décédée, ou encore par la manipulation d'animaux décédés ou d'animaux infectés. Le danger donc que nous avons avec cette maladie, c'est ce taux très élevé de mortalité et cette contamination directe. Face à cette menace, le centre d'opération d'urgence de santé publique, qui est le bras de réponse immédiate de l'Institut national de santé publique, représenté ici par son directeur
général, le docteur Dieudonné Mwamba, a réagi très rapidement. Nos équipes sont parties très rapidement parce que nous avons été saisis le 30 août et les échantillons sont arrivés ici déjà le 3 septembre. Nous avons dépêché nos équipes qui sont déjà sur place et demain nous dépêchons encore une autre équipe. Nous avons l'avantage d'avoir un centre de diagnostic ici très bien développé qui est l'INRB, qui a très rapidement fait donc le diagnostic sur les 6 échantillons que nous avons reçus. 5 étaient positifs à Ebola de souche Zaïre. C'est ainsi que cela nous permet d'adapter notre réponse à cette maladie. Et puis le secrétaire général de la conférence de la Haye de droits internationaux privés a été reçu par le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Gueffa. La problématique de l'amélioration du climat des affaires au travers des instruments de droit international public était au centre des échanges entre ces deux personnalités. Les possibilités pour la RDC de bénéficier de l'accompagnement de la Convention de la Haye pour soutenir les opérateurs commerciaux. Le secrétaire général de la conférence de la Haye de droit international privé a été reçu par le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Gueffa. Cette audience vise à renforcer la coopération juridique et à permettre de discuter de la coopération entre la RDC et la conférence de la Haye, notamment dans le cadre des accords internationaux relatifs aux questions de droit privé, l'exploration des possibilités de partenariat. Comme vous le savez, le chef de l'État a une inclination particulière sur les problématiques et entrées à l'amélioration du climat des affaires. Et donc, dans ce cadre, nous avons identifié une initiative intéressante qui pourrait concourir à l'amélioration du climat des affaires, mais pour être honnête envers moi-même, je pense qu'au-delà du climat des affaires, la HCCH que nous sommes venus présenter aujourd'hui par la personne de son secrétaire général et nous entretenir avec le ministère de la Justice a plusieurs instruments qu'elle mobilise. En vrai, il s'agit des instruments de droit international public. Le secrétaire général de la conférence de la Haye de droit international privé a quant à lui abordé des questions concernant les normes internationales en matière de droits humains, en particulier la protection des enfants et des familles, dans un contexte international en lien avec des conventions que la RDC a signées. Le propos principal de cette visite était de partager avec son Excellence Monsieur le Ministre les possibilités pour la RDC à bénéficier de ce qu'on appelle les conventions de la Haye ou les conventions de la HCCH qu'on développe et qui traitent donc de ces situations transfrontalières mettant en vue des particuliers ou des opérateurs commerciaux. Et la HCCH, donc la conférence de la Haye de droit international privé que j'ai l'honneur de représenter, développe des traités internationaux, des conventions qui touchent le domaine du droit de la famille et la protection des enfants. La rencontre entre Guillaume Gueffa et le secrétaire général de la conférence de la Haye reflète les efforts de la République démocratique du Congo dans un cadre de coopération internationale renforcée en matière de droit privé international en vue de mieux protéger ses citoyens, de réguler les conflits juridiques transnationaux et de participer activement à la mise en œuvre des normes juridiques internationales. Et puis le ministre Samuel Mbemba Kabouya a lancé hier mercredi l'atelier de renforcement des capacités en droits de l'homme pour les cadres et agents publics de Boma, visité par les victimes et réconcilier la population et les policiers. Cette mission officielle a été diligentée par la chef du gouvernement Judith Suminwa sous l'impulsion du président de la République à la suite des affrontements qui ont eu lieu à Boma entre la population et la police nationale congolaise. Cette mission officielle a été diligentée par la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa sous l'impulsion du président de la République chef de l'État Félix Tshisekedi, garant des droits humains de tous les Congolais à la suite des affrontements qui ont eu lieu à Boma entre la population et la PNC. Madame la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka m'a dépêché à Boma à la suite des événements malheureux qui ont eu lieu ici, dans le but de rencontrer la population, rencontrer aussi les cadres et agents publics pour faire la médiation, c'est-à-dire
ramener l'entente entre les deux, mais aussi pour organiser un atelier de renforcement des capacités en droits de l'homme, cela pour aider nos cadres et agents publics à être en mesure de gérer les dilemmes fermeté dans la lutte contre la criminalité et respect des droits humains. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, a tour à tour tenu une réunion du Conseil local de sécurité, visité et réconforté les victimes, lancé l'atelier de renforcement des capacités en droits de l'homme pour les cadres et agents publics, offert un dîner de réconciliation aux notables, la société civile, les jeunes et les cadres et agents publics, dont les policiers. La République démocratique du Congo est désormais membre actif du groupe blanchiment des pays de l'Afrique australe et Orient. Cette adhésion est consécutive aux efforts engagés par le gouvernement congolais. La République démocratique du Congo est désormais membre actif du groupe blanchiment des pays de l'Afrique australe et Orient. Cette adhésion est consécutive aux efforts engagés par le gouvernement congolais dans la lutte contre les blanchiments des capitaux, les financements du terrorisme et le flux financier illicite. Par ces efforts, le gouvernement de la République démocratique du Congo entend sortir de la liste grise du GAFI, le groupe d'action financière internationale, en adhérant à ces groupes blanchiment des pays d'Afrique australe et orientale. La RDC va bénéficier de certains avantages, notamment l'élaboration et l'harmonisation d'une politique générale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le flux financier illicite, et aussi la criminalité transfrontalière et l'accès facile aux autres cellules de renseignement financier. Les pays africains ont salué ces efforts qui propulsent la RDC aux standards internationaux. La délégation congolaise était conduite par le directeur des cabinets du ministre des Finances, Alain Malata. Pour lui, cette adhésion est les gages de confiance que les pays de la région ont à l'égard de la RDC. La cellule nationale de renseignement financier, au travers son secrétaire général, Adler Kisula, et l'équipe des experts se sont beaucoup investis pour valider la candidature de la RDC au sein de cette organisation régionale. Et pour la première fois, la réserve stratégique nationale a procédé à la vente de ses stocks de maïs, une initiative inédite qui suscite des espoirs. C'est son coordonnateur Serge Mulumba Kati qui a officiellement annoncé le début de la vente. Commentaire de Gaëtan Koubaboranti. Comme annoncé récemment, le coordonnateur de la réserve stratégique générale, service spécialisé de la présidence, Serge Mulumba Kati, accompagné de son équipe, a annoncé officiellement le lancement de la mise en vente de la farine de maïs de 35 000 francs congolais. Un prix accessible pour la population afin de donner une utilité sociale et publique à ces denrées alimentaires. Comme annoncé il y a quelques jours, la réserve stratégique générale a lancé ce jour sur le marché des sacs de farine de maïs de 25 kg au prix de 35 000 francs congolais. Nous tenons à préciser que c'est une opération ponctuelle qui vise essentiellement à renouveler notre stock. Comme vous le savez, la réserve stratégique a pour mission le stockage des produits stratégiques. À son tour, le coordonnateur adjoint en charge des questions techniques, Hugues Didembolo, a défini les contours de l'événement avec plus de précision. Nous avons le produit de haute qualité dont le prix est déjà fixé à 35 000 francs. Produit au Congo, transformé au Congo et consommé par les Congolais. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État qui met en avant la sécurité alimentaire de la population congolaise. Et à Kinshasa, ce jeudi 4 septembre, lors d'une conférence consacrée à l'accès au financement des jeunes entrepreneurs congolais, l'économiste et experte en commerce international Naomi Boussa a mis en lumière les opportunités qu'offre la ZLECAF et appelle la jeunesse à renforcer sa crédibilité pour capter les financements disponibles. Ayant pris part à une conférence sur l'accès au financement des jeunes entrepreneurs congolais, l'économiste et experte en commerce international Naomi Boussa a axé son intervention sur les opportunités offertes par la zone des libre-échange continental africain en matière d'investissement pour les jeunes. Aujourd'hui, on parle de l'interdépendance des économies, l'interdépendance des entrepreneurs pour rendre l'Afrique beaucoup plus compétitive, mais aussi les différents pays pour qu'ils apportent des différents avantages comparatifs. C'est-à-dire que c'est que moi je fais mieux,
je le produis mieux, je le produis moins cher pour que il y ait cette demande-là à travers un autre pays africain. Donc aujourd'hui, les jeunes, à travers les financements, il y a beaucoup plus des opportunités qui existent en matière d'accès aux finances en Afrique parce qu'elles sont ouvertes non seulement au niveau de la RDC, mais à travers d'autres pays africains. Face aux nombreux défis qui connaît aujourd'hui le secteur de l'entrepreneuriat, elle a exhorté les jeunes à rester constamment informés, à préserver leur crédibilité et à croire aux possibilités des financements disponibles. On n'arrête pas à apprendre. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui croit fortement que là où il y a des contraintes, là où il y a des difficultés, là où il y a des problèmes, quand il s'agit de l'entrepreneuriat, le commerce, le business, il y a des opportunités. Une intervention jugée inspirante par les étudiants présents à cette conférence. Cette formation m'a encore réconforté de pouvoir chercher des réseautages et de pouvoir m'informer sur comment se passe le financement et sur comment trouver le financement. Et la dame est là pour nous encourager aussi, nous, la jeunesse congolaise, vis-à-vis qu'on puisse aller de l'avant. Selon Naomi Boussa, la connectivité des jeunes avec les structures d'accompagnement constitue un levier incontournable pour faciliter l'accès au financement et favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, gage d'un Congo plus compétitif. Fifi Masuka Saini, modèle d'un leadership féminin actif, voilà le titre de l'ouvrage paru aux éditions Mediapol de la plume de Maître Ndiba Bédé Charles. Ce doctorant en droit, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, a sur près de 500 pages couché le parcours, l'engagement et surtout les résultats louables obtenus jusque-là par la gouverneure de la province du Lualaba. Pour le début et la fin de l'ouvrage, l'auteur a fait confiance à deux femmes, respectivement Nicole Boitia, directrice de cabinet adjointe du président de la République, et la juge Marthe Odiononde. Ensemble, elles louent l'efficacité de Fifi Masuka, qui est à la base aujourd'hui d'une province prospère, admirée et convoitée. L'ouvrage, intitulé Fifi Masuka, modèle d'un leadership féminin actif, est le fruit d'un long travail de recherche qui vise à promouvoir la femme et l'égalité des chances, mettre en valeur les femmes leaders, explorer l'impact de leur leadership, célébrer leur parcours inspirant et particulièrement rendre hommage à l'engagement de Fifi Masuka Saini sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi, architecte de la masculinité positive en République démocratique du Congo. Sur 496 pages, Charles Ndiba Bédé analyse sur différentes rubriques allant de l'approche historique de la province, le leadership des femmes, leur rôle dans les développements socio-économiques, l'importance du leadership féminin dans les débats environnementaux, la place de la femme dans les débats du numérique, la connaissance de textes légaux, facteurs de réussite d'un leadership, mais aussi le profil de Fifi Masuka Saini ainsi que sa gouvernance. Aux commandes ces dernières années, la gouverneure du Lualaba est effectivement sujet de beaucoup d'éloges, y compris du président de la République, qui le considère comme la meilleure élève dans la classe de sa vision. Infrastructures, sociales, éducation, santé, aucun secteur n'échappe à la gouvernance de Fifi Masuka Saini et son équipe. L'auteur, Maître Ndiba Bédé Charles, est un doctorant en droit, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, membre de Congondé et commission Justice PECC, assistant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Restons dans le Lualaba pour parler de l'assainissement du secteur minier. Cette thématique a dominé les échanges entre les opérateurs et acteurs, entreprises et structures du secteur des mines et le conseil spécial du chef de l'État en séjour dans cette province. Non seulement des circonstances, le conseil spécial du chef de l'État a révélé que cette initiative résulte d'une mission effectuée du 12 au 23 août 2025 dont le constat peut se résumer en 4 volets. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Bérande, a présidé ce mercredi une séance de travail axée sur l'assainissement du secteur minier dans la province du Lualaba et au Katanga. Cette rencontre a réuni les opérateurs, chefs d'entreprise et structures œuvrant dans les domaines de mines. Dans son intervention, le conseiller spécial a indiqué que cette initiative découle d'une mission effectuée du 12 au 23 août 2025, laquelle a permis de dresser un état de lieu résumé en 4 volets principaux. Le volet de chevauchement de responsabilité, le volet sécuritaire, le volet social et le volet institutionnel. Ce secteur minier, qui faut-il le rappeler, est quand même le secteur porteur aujourd'hui en ce qui concerne
les financements du budget de l'État, mais aussi en termes de contribution en matière d'emploi et d'autres services connexes. Face à ces constats, des orientations claires et consensuelles ont été arrêtées. La nécessité de restaurer l'autorité de l'État sur tous les sites miniers en appliquant la doctrine confirmée, d'organiser et de viabiliser les zones d'exploitation artisanale afin d'offrir aux creuseurs artisanaux des alternatives légales et durables. La République démocratique du Congo est comparable à un corps vivant, dont chaque province est un organe vital. Aucune partie ne peut être négligée sans affaiblir l'ensemble. C'est dans l'unité, la discipline et la loyauté à l'égard de l'État que nous bâtirons un secteur minier assaini, équitable et durable, au service du développement national et du bien-être de notre peuple. Et dans un communiqué de presse daté du 1er septembre, Albert Ngoï Bouilou, exploitant minier artisanal dans la province de Lomami, se dit victime de sa propre réussite, de la faiblesse de l'État, de l'indifférence des autorités du pays au plus haut niveau et de l'injustice, mais également de la mauvaise foi au regard de la polémique autour de l'affaire du diamant vert de plus de 75 carats découvert à Cabine en 2022. Il s'est dit être fatigué des manœuvres dilatoires et se sent en insécurité. Son dernier cri, dit-il, est lancé au président de la République. Albert Ngoï Bouilou promet de communiquer à l'opinion nationale et internationale de l'évolution de la situation. Albert Ngoï Bouilou dit s'est présenté à l'opinion tant nationale qu'internationale en rapport avec la situation qu'il vit à ces jours. Depuis 2022, il a été reconnu propriétaire de la pierre précieuse identifiée plus haut. La dite matière a été placée dans les coffres-forts de la province par le gouverneur de province à l'époque, Nathan Ilunga, aujourd'hui député national. Depuis lors, après plusieurs démarches entreprises auprès des services de l'État, notamment le gouvernement, les présidents de la République et même une plainte a été déposée depuis contre la personne précitée. Des correspondances adressées au plus haut niveau n'ont donné aucun résultat. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme l'ont accompagné dans cette dure épreuve, mais sans succès. Depuis octobre 2022, Albert Ngoï Bouilou, exploitant minier artisanal dans la province de Lomami, a été obligé de quitter la province pour des raisons de sécurité, lui, sa famille et tous ses dépendants. Aujourd'hui, sa situation s'est substantiellement dégradée car en plus de la souffrance d'être soustrait de son droit les plus légitimes, lui, sa famille et ses compagnons sont en insécurité et toutes les personnes et autorités qu'il a rencontrées tant en informel que dans les formels manifestent toujours soit des hésitations, soit des manœuvres dilatoires pour l'éviter, dit-il. Ainsi, il a adressé une dernière correspondance au président de la République, en plus introduite en date du 20 avril 2023, et il prend la communauté nationale et internationale à témoin. Il veut savoir si sa souffrance vient directement de quelqu'un d'effort que lui, ou une fois de plus, il ferait l'objet de son indifférence. Et son dernier cri, il le lance au président de la République et en annexe du présent communiqué, il joint le bordereau des constats de production artisanale, le rapport de la SAEMAP et les accusés des réceptions des correspondances adressées au président de la République tout en promettant de communiquer à l'opinion nationale et internationale de l'évolution de la situation. Toujours fidèle à sa mission de veiller au développement local, le bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurumé, Aline Makano, a effectué une tournée d'inspection technique sur plusieurs chantiers d'intérêt général en cours dans sa juridiction. Objectif, constater l'évolution des travaux. Toujours fidèle à sa mission de veiller au développement local, le bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurumé, l'honorable Aline Makano Chulombo, a effectué une tournée d'inspection technique sur plusieurs chantiers d'intérêt général en cours dans sa juridiction. Accompagné de l'ingénieur de travaux publics de la commune, l'autorité municipale a voulu s'assurer de l'évolution des travaux, de leur conformité aux normes et de leur impact futur sur la vie des citoyens. Première étape de cette tournée, l'avenue Lubundo, au cœur du quartier Lukeka,
Le travaux d'aménagement de cette artère stratégique avance et le bourgmestre a salué la détermination des équipes techniques tout en encourageant l'accélération du rythme. Elle s'est ensuite rendue au site de la résidence du bourgmestre adjoint actuellement en construction. Ces bâtiments, une fois achevés, visent à renforcer la présence administrative des autorités et ses peuples. Des ouvrages d'art ont également retenu l'attention. Les ponts Unamizi jetés sur la rivière Dipeta sur l'avenue Unamizi. Ici, l'expertise laisse parler d'elle-même. Les ponts Mikombe qui subit les petits travaux de finissage. L'autorité constate également la circulation et parfois elle régule. Ces deux infrastructures sont essentielles à la fluidité de la circulation et à la connexion de quartiers isolés. La délégation a marqué une pause au petit marché 5 ans, lieu d'échange économique local. Le bourgmestre intermaire Makano Chulombo a écouté les préoccupations des commerçantes, notamment en matière d'assainissement et de sécurité. Enfin, la tournée s'est achevée à la salle polyvalente de la commune où des avancées significatives ont été notées dans les travaux d'aménagement. Cette salle est appelée à devenir un centre majeur d'activités communautaires, culturelle et administrative. À travers cette tournée des terrains, l'honorable Aline Makano Chulombo confirme son attachement à un leadership de proximité et des suivis rigoureux. Sa présence sur le chantier, aux côtés des techniciens, témoigne d'un engagement concret pour un développement structuré, inclusif et visible à Fongomé. Double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture officielle de l'année académique 2024-2025 à l'université de Lubumbashi ce jeudi. Une cérémonie présidée par le recteur de cette institution, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitoula, en l'honneur des étudiants finalistes de Bac 3 de différentes facultés et écoles de l'UNILO. Ils sont près de 2749 bacheliers sur les 7051 inscrits à avoir décroché leur diplôme des Bac 3 cette année académique à l'université de Lubumbashi. Un taux de réussite de près de 40% a souligné le secrétaire général académique, le professeur ordinaire Jean-Marie Dikanga Kazadi, dans son rapport statistique. Parmi les lauréats cette année figurent 44 de la première promotion de l'école de pêche et aquaculture. Il s'agit ici de la deuxième promotion de bachelier depuis l'instauration du système LMD en RDC. Tout en saluant le parcours des bacheliers, le recteur Kishiba Fitoula a dans son allocution rappelé l'importance de la poursuite de leur parcours en s'inscrivant au master pour mieux servir la nation. Vous êtes donc le platinum, vous pareil aux pierres précieuses, mais bien plus. Vous êtes ce qu'il fallait pour construire une nation forte, lumineuse, compétitive, inclusive, capacitaire. Nous sommes fiers de vous. Ainsi, votre itinéraire continue. Nous avons besoin de votre présence en master. Et merci de votre partie prenante et de votre engagement pour poursuivre votre formation. Cette cérémonie était également l'occasion pour le recteur Kishiba de présenter à l'assistance les prix remportés par les étudiants de l'UNILO lors des concours internationaux. C'est en présence des professeurs d'université et membres du comité de gestion, des parents, que les lauréats ont été collés et obtenu leur diplôme des mains des autorités académiques. Il est à noter que l'UNILO lance 2 nouvelles écoles cette année académique, celle des mines et d'interprétariat, dans un objectif de mieux former la jeunesse congolaise pour le développement du pays. Et l'élu de Mwenga demeure un soutien efficace à sa base en ses vacances parlementaires, Trésor Moutiki, afin d'onder tous ses émoluments en apportant assistance à la population, au FRDC et aux combattants ouazalènes dans cette période de crise sécuritaire dans le Sud Kivu, un don en vivre et non vivre pour leur bien-être. Toujours dans le social, le député national Trésor Moutiki Lutala multiplie des actions légendaires. Le leader Mwenga demeure actif dans le soutien à la population victime de la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. Comme promis, ces émoluments sont régulièrement envoyés en soutien au FRDC
et aux vaillants combattants Wazalendo au front, une satisfaction à l'expression de gratitude de ces militaires envers ce député national élu de Mwenga dans le sud Kivu, Trésor Moutiki Lutala. Aujourd'hui, dans le territoire de Mwenga Chabunda, et nos oncles sont venus de Maniema, nous sommes unis ensemble pour défendre notre nation contre l'agression du Rwanda connue par tout le monde. Et aujourd'hui, nous remercions sincèrement notre fils honorable Moutiki Trésor. Il a pensé à nous sur le front parce que c'est la première fois de recevoir quelque chose à provenance de quelqu'un qui a le souci de notre territoire et de la République démocratique du Congo. Nous exprimons notre profonde gratitude à l'honorable Trésor Moutiki pour sa solitude envers les compatriotes Wazalendo ainsi qu'envers la police et les FARDC réunis ici à Kamituga. Que ces actions soient abondamment bénies et qu'ils poursuivent ces plaidoyers en vue de soutenir ces hommes qui défendent l'ensemble de la nation. La population victime des atrocités est également bénéficiaire de ces dons en vivres et non-vivres, d'où les maires de Kamituga remercient Trésor Moutiki Lutala, l'homme au grand cœur. Cette nourriture sera distribuée aux FARDC, aux Wazalendo qui se connaissent bien, ainsi qu'à la police nationale congolaise. Nous remercions l'honorable Trésor Moutiki pour son plaidoyer, car il m'est impossible de trouver une solution à ces défis alimentaires. Qu'il continue ses efforts et que notre gouvernement puisse agir en ce sens. Du haut de ses vacances parlementaires, Trésor Moutiki Lutala, toujours proche de sa base, invite cette dernière à soutenir les forces loyalistes en s'opposant aux ennemis de la République. Membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, Trésor Moutiki marche dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en mettant l'homme au centre de toute action. Réunion du bureau politique national du bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo Burek. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la santé du parti, la consolidation des acquis, l'agression rwandaise ainsi que les poursuites de l'implantation du parti. La notice qui retrace le parcours des 35 ans de Julien Paluku Kahongya dans la sphère politique en République démocratique du Congo, parcours caractérisé par le patriotisme, l'endurance, la persévérance, la citoyenneté, la détermination et le pragmatisme, a été remis aux membres du bureau politique national du bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo Burek, et c'est au cours de sa réunion tenue ce mercredi 3 septembre 2025 à Kinshasa, sous la présidence et de son autorité morale Julien Paluku Kahongya, ministre du Commerce extérieur. La santé du parti, les rapports des vacances parlementaires des députés nationaux Burek, la situation des cadres du parti déplacés dans les zones occupées et la consolidation de l'implantation du Burek sur l'ensemble du pays ont été au centre de cette réunion du bureau politique national du bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo. À cette occasion, le bureau politique national du Burek a présenté ses sincères remerciements au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, autorité de référence de l'Union sacrée de la Nation, pour avoir fait de Julien Paluku Kahongya membre du présidium de cette plateforme politique présidentielle, et adressé un message de compassion envers la population victime des massacres des groupes armés nationaux et étrangers dont les ADF, mais également l'agression rwandaise, a indiqué le sénateur Jean-Marie Katokolio, président intérimaire du Burek, au sortir de cette réunion. Pour ce qui concernait la réunion d'aujourd'hui, il était question d'avoir une vue d'ensemble si la situation du pays à travers les feedbacks de nos élus nationaux afin que les partis puissent en tenir compte par rapport à sa programmation annuelle. Et à l'occasion, remercier le chef de l'État qui a voulu, parce que de sa propre volonté, qu'il fasse partie de cet organe principal de notre famille politique, l'Union sacrée. Signalons que des stratégies concrètes réalistes ont été peaufinées pour faire rayonner les Burek. Pratique du football en République démocratique du Congo, organisation des élections, c'est avec stupéfaction que les clubs de Ligue 1 et 2 ainsi que ceux de Ligue provinciale ont appris le report des élections à une date ultérieure. Dans une déclaration lue ce jeudi à Kinshasa, ces clubs réunis au sein de l'association des dirigeants du football du Congo ont exprimé leur mécontentement et menacent de boycotter les championnats de cette saison si la FIFA et la CAF ne trouvent pas une solution le plus vite que possible. Nous exigeons que le calendrier électoral des ligues nationales et du comité exécutif de la FECOFA
soit publié dans un délai raisonnable à compter de la réception de la présente correspondance. À défaut, nous serons dans l'obligation de ne pas engager les clubs dans les saisons sportives 2025-2026. Nous serons également contraints de saisir le tribunal arbitral du sport, TAS, pour dénoncer cette gestion prolongée et illégale. Nous serons également obligés d'informer officiellement la CAF et la FIFA, qui sont en copie, sur la gravité de la situation et la nécessité d'une intervention urgente. Par rapport à la participation des clubs aux interclubs de la CAF, la présente assemblée demande à la présidente du CONOR, ou rappelle à la présidente du CONOR, que jusqu'aujourd'hui, les clubs congolais qualifiés aux interclubs de la CAF ne sont toujours pas confirmés et que le système d'enregistrement des joueurs est carrément bloqué par la CAF sans justification statutaire, alors que dans 24 heures, la prolongation d'enregistrement des joueurs à la CAF sera complètement fermée. Ce qui aura comme conséquence l'exclusion des 10 clubs totalement à ces prestigieuses compétitions, tout en mettant à genoux le football congolais, opprobre que tout Congolais ne saurait supporter ni accepter. Voilà en gros la quintessence du mémo que nous soumettons à votre approbation. Qui sont pour ce mémo? Et à quelques heures des rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les préparatifs des supporters des Léopards évoluent à pas des géants. Les stratégies sont mises en place pour ramener la qualification à l'équipe nationale. C'est dans ce contexte que la structure Allez-y, les Léopards, rénovée de Yasanté Moulangoy, est allée s'installer à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA après l'Université de Kinshasa pour plus de sensibilisation et mobilisation dans le but de pousser les Fauves à la victoire dans toutes les rencontres à venir. Alors que la République démocratique du Congo se prépare à disputer les derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la structure sportive Allez-y les Léopards rénovée, portée par Yasanté Moulangoy, a été officiellement installée à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA en sigle. Cet événement marque un tournant dans l'implication de la jeunesse congolaise dans la dynamique des Léopards, l'équipe nationale de football, et dans la préparation de ces éliminatoires cruciaux. Allez-y les Léopards rénové a pour objectif de mobiliser la jeunesse autour des valeurs du sport, à savoir la discipline, l'unité et la résilience et le patriotisme. En s'installant à l'ISTA, cette initiative se positionne non seulement comme un soutien direct à la préparation de la sélection nationale pour le Mondial 2026, mais également comme un outil de sensibilisation à la pratique sportive en RDC. Nous avons fait au moins 51 ans sans aller à la Coupe du Monde, or que c'est nous qui étions le premier pays d'aller à la Coupe du Monde à 1974 au sud du Sahara. Là, l'Afrique était représentée par un seul pays. Mais aujourd'hui, c'est les 5 pays qui représentent l'Afrique et nous ne sommes pas à mesure d'aller à la Coupe du Monde. Manque de quoi? Du réalisme, du patriotisme, aussi de la conscience nationale. Lorsque nous jouons contre la Tunisie, tous nos espoirs étaient sur les épaules de Chancel Bemba. Quand Chancel Bemba était sorti, et on nous a marqué 2 buts coup sur coup. Et maintenant, les Congolais qui jubilaient au stade des Martyrs pour que nous soyons éliminés. Mais c'est ce manque de quoi? De patriotisme. Il y a un défi. Il faut faire déplacer cette montagne-là qui nous gêne. Avec cette unité-là de Mouchetman, en tout cas je suis sûr, avec la bénédiction là, ils vont transmettre le message dans leur famille que voilà, cette fois-ci ou jamais,
les Léopards vont y aller à la Coupe du Monde avec tous ces efforts consentis aussi par notre sportif numéro 1, notre chef de l'État. Il a fait tout pour que les Léopards arrivent à ce niveau-là. Il faut les remercier. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus lui-même, c'est tout le monde qui est concerné. L'installation de la structure Allez-y Léopards rénovée à Lista est une initiative ambitieuse qui permet de mobiliser les jeunes autour des objectifs sportifs nationaux et de les inciter à prendre soin de leur équipe nationale. On prend le rappel des principaux titres. Protection des civils dans la perspective d'une paix durable et d'une stabilité renforcée en RDC et dans la région des Grands Lacs. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix a entamé une nouvelle visite officielle en République démocratique du Congo du 3 au 7 septembre 2025. Résurgence de l'épidémie d'Ebola, on parle de la 16e épidémie. Le ministre de la Santé évoque la souche Zaïa dans le Kasaï et parmi les cas, on compte 28 cas enregistrés avec 15 morts et 2 personnels de santé décédés. Et en sport, la RDC risque de ne plus connaître le championnat en football cette saison. Le ras-le-bol vient de la dernière déclaration du secrétaire général de la CAF d'annuler les élections organisées. À cela s'ajoutent des dossiers qui vont dans l'optique de faire annuler le championnat de la Ligue nationale de football joué la saison qui vient de s'achever. Les dirigeants réunis au sein de l'ADEFCO se sont exprimés ce jeudi. Ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.